Mathieu Fortin, je suis le directeur des technologies de l'information et du bureau de projet pour le Fonds de recherche. Je vous souhaite la bienvenue à ce webinaire annuel à l'attention des administrateurs et administratrices de la recherche dans nos établissements reconnus. Aujourd'hui est un format un peu différent qu'à l'habitude. Habituellement, on arrive dans cette séance avec une grosse présentation, puis on vous transmet beaucoup d'informations, mais cette année, on a souhaité inverser la formule. Donc, nous sommes là pour répondre à vos questions. Je tiens à remercier toutes les personnes qui ont pris le soin d'écrire une question déjà dans le formulaire qui accompagnait l'inscription d'aujourd'hui. Donc, au fur et à mesure que la séance va avancer, comment ça devrait fonctionner, c'est que vous pouvez utiliser le clavardage ou le QNR directement dans Teams. Et je pense que si vous levez la main, nous serons en mesure de débloquer votre micro et caméra. Alors, nous sommes conscients, tout d'abord, que la date choisie est différente qu'à l'habitude. Habituellement, on fait ça un petit peu avant le lancement des règles. Mais là, aujourd'hui, on le fait plutôt en juillet. On enregistre la séance pour que ça soit plus facilement visionnable aussi par les personnes qui ne sont pas capables d'être là aujourd'hui. On est conscient que c'est la période des vacances. Il y a un certain contexte aussi qui nous a poussé à faire cette décision-là. Vous savez, on a fait la mise à jour technologique d'FRQNet en juin. Donc, il y a plusieurs facteurs qui font qu'après le CA, c'était ça le meilleur moment pour nous pour vous présenter ces contenus. Alors, la séance est enregistrée, je l'ai déjà dit. Elle sera déposée, cette séance, sur la chaîne YouTube du Fonds de recherche peu de temps après la réunion d'aujourd'hui. Donc, je partage à l'écran le document qui a été envoyé la semaine dernière, rapidement pour dire que tous les contenus qui ont été insérés proviennent de chacune des grandes équipes du Fonds de recherche. Donc, à la fois les 3 grands secteurs, mais aussi les directions pour les partenariats, les bourses de formation, les grands défis de société. Je tenais peut-être à faire un petit mot très rapide sur la mise à jour que nous avons effectuée à la mi-juin. Je sais que c'est un gros pas qu'on a fait dans ce projet en juin dernier. N'hésitez pas à communiquer avec nous puis à consulter la page web là, du projet FRQNet 2.0 si vous avez des questions là-dessus. Mais on sait que ça génère beaucoup de changements, ça génère un accompagnement. Je vous invite à consulter aussi le guide d'utilisateur qui est sur la page d'FRQNet 2.0. Le lien est disponible. Alors, pour ma part, je sais que c'est un peu déstabilisant. J'arrêterai de partager le contenu dès maintenant et on pourrait se mettre en mode réponse à vos questions dès maintenant. Alors, je suis accompagné de mes collègues dans les différents secteurs. Par exemple, Marine du secteur santé, Catel pour Société et Culture. J'ai Abida également qui est avec nous de Nature et Technologie, Nathalie aux actions concertées, Marie-Pierre, et j'en passe. Il y a Manon également. J'espère que j'oublie pas d'autres directions. Alors, nous sommes là pour répondre à vos questions. Alors, pour le moment, il n'y a pas de questions. Peut-être on pourrait... Mathieu, veux-tu qu'on réponde à quelques questions tranquillement, pas vite, qui nous avaient déjà été posées? Comme par exemple, on nous demandait, je fais un exemple, puis les collègues, vous pouvez compléter, est-ce qu'il y a un endroit, est-ce qu'on pourrait remettre tout au même endroit les programmes qui sont planifiés pour toute l'année? Bien, on a un calendrier des concours, en fait, qui existe. Peut-être que certains d'entre vous ne sont pas au courant. Donc, c'est l'onglet dans le site web, Mathieu, c'est se rendre jusqu'au calendrier des concours, c'est quoi? Je vais déposer ça dans la discussion directement. Okay. Donc, on avait des questions comme ça. On avait aussi des questions, est-ce qu'il y a un endroit quand on a des difficultés par rapport à des demandes en particulier, puis qu'on aimerait laisser savoir les FRQ qu'on a de la misère à effectuer certaines tâches et tout ça, ben, il faut vraiment aller aux responsables de programme, aller sur la page de chacun des programmes. C'est vos experts, vos expertes de chaque programme. C'est vraiment la personne qui est contact. Donc, quand vous ajoutez votre question à ce contact-là, vous allez directement à la bonne personne. Il y a aussi le centre d'assistance. En tout temps, là, si jamais vous n'êtes pas sûr, vous n'avez pas l'impression d'avoir
savoir quelle est la bonne personne. Alors, vous pouvez y aller dans ce sens-là. Et puis, ben, on voit qu'on a réussi à avoir une première question. Donc, je repasse la parole à Mathieu. Oui, alors, j'ai. Est-ce que Nathalie, tu souhaitais prendre la parole avant la question? Vas-y. En fait, c'est pas avant la question, mais c'est un clin d'œil à Madame Lynne Duchesne qui a levé la main manuellement et moi, je valorise beaucoup l'ancienne méthode, Mathieu. Je fais le relais de Madame Lynne Duchesne si on peut ouvrir son micro. Oui, il y a juste un petit délai. Je pense que vous pouvez maintenant, Madame Duchesne, activer votre micro. Je pense qu'il faut activer le micro. Allez-y, oui. J'y vais. Bonjour tout le monde. En fait, moi, j'ai beaucoup de questions sur les rapports financiers. Je ne sais pas si c'est le moment ou si on doit attendre. Je vous en prie, allez-y. Parce que moi, je suis attitrée strictement à ça, là, à l'Université du Québec à Chicoutimi, puis je rencontre souvent des difficultés. J'ai un excellent service par le soutien, là, rapport financier, FRQ. J'ai toujours des réponses, mais je me demandais s'il n'y aurait pas peut-être justement une fac qu'on pourrait créer pour les genres de questions qu'on a à propos de ça. Comme, tu sais, moi, je me demande toujours, mes professeurs, je les fais approuver. Nous, on fait approuver déjà le rapport financier, une première copie qu'on garde pour nos dossiers, puis on leur dit, maintenant, il faut aller vraiment l'approuver sur le site FRQ. OK? Eux, ils l'approuvent. Mais même des fois, ça m'arrive souvent, comme cette année, j'ai peut-être envoyé 5-6 courriels là, au soutien. C'est que c'est approuvé par le professeur, puis je le vois quand je vais voir dans le numéro de la demande, je vois que c'est approuvé en 2023 ou 2024, mais l'année d'après n'est pas débloqué. Alors, je n'ai pas accès au rapport financier, fait que je ne peux pas continuer. Là, il faut que je vous écrive, je vous demande de débloquer le grand. Puis là, je demande même, j'avais demandé pour un chercheur cette année, puis de 2025 aussi, parce que ça finit le 30 avril. Fait que nécessairement, il faut que je fasse un autre rapport financier. Donc, et là, ben, ils ont débloqué 2024, je l'ai fait, mais là, elle a approuvé, je n'ai pas eu accès à 2025. C'est vraiment c'est des bonnes questions. Puis d'abord, j'aimerais mettre en contexte ces fameux rapports financiers. Vous savez, ça fait quand même un certain temps qu'on a mis ça en place depuis FRQNet version 1 en 2017-2018. Puis là, actuellement, on travaille sur la nouvelle version des rapports financiers. Donc, OK. tout commentaire que vous avez comme celui-ci, tout le genre de difficultés que vous rencontrez dans les rapports financiers, n'hésitez pas à me les transmettre. Je vais mettre l'adresse pour le projet FRQNet 2.0, je pourrais le mettre dans la discussion, parce qu'on peut en tenir compte pour la prochaine version, ça c'est certain. Parce que les anciens rapports financiers, ils sont basés sur une logique où on termine une année avant de passer à la suivante. Puis là, Ouais. malheureusement, c'est un processus qui est assez rigide dans la plateforme actuelle. Il y a peu de flexibilité pour ça. Il est important que la prochaine version, il y ait un peu plus de flexibilité pour donner plus d'autonomie du côté des établissements, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Aujourd'hui. Et justement, dans cette autonomie-là, je ne sais pas, je n'ai pas encore la parole, là, mais peut-être qu'il y a d'autres questions, mais c'est sur le même, je vais faire du pouce sur mon même problème de rapport financier, c'est que, par exemple, pour d'autres organismes, au CRSNG, CRSH, nous, on fait approuver par le chercheur, mais c'est nous qui allons sur le site et qui cochons approuver chercheur et service des ressources financières. Donc, s'il y a un problème après, nous, on peut réouvrir le rapport financier, puis travailler dedans, le renvoyer au chercheur, le faire réapprouver, tout ça. Tandis qu'au FRQNet, ben, là, c'est tout le chercheur qu'il faut qu'il fasse ça, puis là, ça devient compliqué. C'est dans les périodes de vacances. Tu sais, on travaille en double et en triple, en fait, là. Puis on manque de temps parce qu'on n'a pas 10 à faire, là, des rapports financiers. Là. Moi, dans mon cas, c'est 500-600 là, que je fais, là. Fait que tout organisme confondu. Donc, tu sais, j'ai besoin de toutes mes minutes. C'est des bons commentaires. Puis j'aimerais ça peut-être organiser peut-être une discussion avec vous là, pour qu'on puisse approfondir ce sujet-là. Je pourrais venir avec une personne qui est spécialisée dans ce thème-là, Mme Duchesne. Vraiment, parce que j'ai dit, il doit me tourner tannante, parce que souvent, quand j'envoie le courriel, je dis, c'est encore moi, j'ai encore un autre bug, mais c'est pas le même. Fait que, mais c'est ça. C'est qu'on peut pas, nous, le faire, tu sais. Fait que, c'est ça. En tout cas, mais comme vous dites, c'était tellement rigide. Peut-être que la nouvelle version va être plus conviviale ou, en tout cas, plus productive pour nous.
Donc, je vais communiquer avec vous, Mme Duchesne, pour qu'on Oui, approfondisse ce thème-là. super. Merci. Merci beaucoup. Merci. Catel? Oui, il y a pas mal de questions dans le Q&R, donc j'invite mes collègues à le surveiller. Donc, on avait initialement une question de Mylène Jeté pour Nathalie sur les actions concertées, puis je vais dire les autres rapidement pour que chacun puisse répondre. Donc, Nathalie peut-être en premier. On a Yann Walkers qui nous parle du passage direct du baccalauréat au doctorat. Peut-être actuellement, comme on a Jessica et Michel Garceau, Jessica Hervé, Michel Garceau comme responsable de programme aux bourses, ce serait une bonne chose de répondre. Eliane Auger, qui se demande comment fonctionne le dépôt du nouveau CV pour relève professorale au FRQNT. Ça va être valable aussi pour le FRQSC, puisque nos 2 programmes de relève professorale vont utiliser le nouveau CV descriptif. Mathieu, je pense que tu es la personne la plus proche de la question du CV. Donc, Nathalie, les responsables de bourse, Mathieu pour celle-ci. Si je continue, puis j'en donne une 4e, puis après on retournera peut-être au Q&R, aux questions-réponses, Mathieu, vu que beaucoup de choses sont ici. On a une question sur le PB3E, Michel. Est-ce que les personnes recommandées dans un territoire ciblé ont plus de chances, etc., etc. Je te laisse lire la question, puis peut-être on commence avec ces questions. Mathieu, est-ce que ça te convient? Oui, ça me convient tout à fait. Merci de donner un coup de main, Catel, pour l'organisation de la rencontre. Alors, je te laisse Nathalie, attribuer. Oui. Nathalie peut-être, et puis on peut Merci. aller en rafale avec les gens interpellés. Merci. Donc, je passe le relais pour la prochaine question. Dès que je complète, Madame Duchesne, juste une parenthèse, vous nous tenez jamais. En fait, vous êtes nos collaborateurs, je dirais même coéquipiers. Alors, quand vous nous posez des questions, on s'aide à s'aider, on s'entraide. Donc, prenez-le comme ça et sentez-vous jamais mal à l'aise de nous solliciter, même plusieurs fois par semaine s'il le faut pour un dossier pour le faire avancer. On est tous là pour la même raison. Bonjour Amilène, merci pour ta question. Effectivement, on a dans la diapo 32, on vous présente les actions concertées qu'on pressent, les programmes de recherche qu'on pressent lancer dans le cours de l'automne. Il y en a certains qui sont plus prévus en début d'automne. Je pense au programme de recherche sur l'itinérance que j'espère voir débloquer ou pouvoir vous livrer au début d'octobre. Puis le programme exploitation sexuelle volet autochtone également en relancement à peu près à la même période. Autrement, pour ce qui est usage du cannabis à des fins non médicales, peut-être plus vers la fin de l'automne, vieillissement actif de la même façon, puis parcours vers, dans et hors de la pauvreté, on l'espère à la mi-automne, donc aux alentours de novembre. Ça s'ajoute aux 4 concours qui sont actuellement en cours aux actions concertées. Cela dit, notre vie est faite d'imprévus, alors ça va nous faire plaisir d'accueillir les besoins des ministères s'il devait y en avoir qui s'ajoutent pendant la saison. Alors, je passe le relais pour la question sur la clarification quant au nombre de mois utilisés au niveau du doctorat. Passage direct au baccalauréat. Je passe le relais à l'équipe des bourses. Bonjour, je pense que Catel avait interpellé Michel Garceau, moi, mais en fait, si je comprends bien la question, c'est pour savoir quelqu'un qui fait un passage direct, jusqu'à quel moment il est admissible à faire une demande dans le programme de bourse de maîtrise alors qu'il est inscrit dans un programme de doctorat lorsqu'il fait son passage direct. Si c'est bien ça le sens de la question, donc les personnes qui vont faire une demande de bourse cet automne devront voir à la session d'été qui s'en vient, combien auront-ils complété de sessions à temps plein dans leur programme au cycle supérieur? Là, j'utilise cette expression-là. Et le nombre maximal, c'est 3. C'est-à-dire, donc, les personnes qui font un passage accéléré au doctorat maintenant, à la session d'été, donc été, automne et hiver, c'est 3 sessions précédant l'été prochain, il serait admissible. Une personne inscrite qui fait un passage accéléré au doctorat à l'hiver ne serait pas admissible au programme de maîtrise, mais il pourrait faire une demande de bourse de doctorat là, à ce moment-là, à cet automne 2025. Je ne sais pas si c'est complet. Mes collègues m'ont-ils compris? Merci, Jessica. Puis moi, je suis de la vieille école, hein, je ne vois pas souvent dans le chat. Interpellez-moi, s'il vous plaît, ça va être plus facile. Parfait. Merci, Michel. Merci beaucoup pour cette réponse. Je continue dans la question-réponse, puis ensuite, bien entendu, on va revenir aux mains levées. Donc, j'ai 2 personnes qui ont levé la main. Rapidement, il y a une question sur le CV pour relève professorale. Ne pas oublier que cette année, on y va en mode programme pilote. Donc, on a les bourses postdoctorales qui vont utiliser le nouveau CV descriptif
dans la nouvelle plateforme. Dans le contexte des bourses postdoctorales, on peut avoir le formulaire qui est complété directement en ligne ou la pièce jointe qui est construite à partir du même gabarit que pour les subventions, donc à partir de celle qui est sur le site Web. Mais pour la relève professorale, c'est uniquement le CV descriptif construit à partir du modèle qui est sur la page Web. Il n'y a pas d'autres options pour l'instant puisqu'on est dans l'ancienne plateforme FRQNet. Donc voilà, ça c'était pour le CV. Je me permets de rajouter, Mathieu, que nous avons placé, en fait, du côté du secteur Société-Culture, dans la boîte à outils des règles de programme, le CV, le modèle à utiliser qui est en format Word pour vous permettre de le remplir. Que vous joignez à la demande, oui, pour répondre à la question, dans le FRQNet 1.0. Excellent. Merci beaucoup, Geneviève. Il y avait une question pour le PB3E. Donc, je vois qu'il y a eu une réponse qui a été apportée à cela. Est-ce que, Michel, tu souhaitais aller un peu plus loin? Je ne suis même pas sûr que j'avais répondu à la bonne place. C'est pour ça que je disais j'aime mieux répondre de vive voix. La question était de savoir quelqu'un, par exemple, qui est de nationalité brésilienne, si je ne me trompe pas, dans ce cas-là, programme 1B. Est-ce qu'il y a plus de chances s'il est dans le volet, est présélectionné par l'université dans le volet Brésil ou le volet général? J'ai pas de réponse. Pardon. C'est des budgets séparés. Puis, ça dépend du nombre de demandes dans chacun des volets. Une année, peut-être le volet 1B serait plus avantagé que le volet général. Je ne sais pas la réponse. Là, je réponds à la question. J'en profite pour dire que ce n'est plus moi le responsable du programme, c'est Stéphanie Aubert, mais je réponds à la question parce que c'est pas Stéphanie, elle commence dans le cycle, elle n'a peut-être pas encore vu cet élément-là, mais si jamais, Stéphanie, tu penses que j'oublie quelque chose, n'hésite pas surtout. Alors ça, c'était une question, mais Catel a dit qu'il y en avait une deuxième, je ne l'ai pas vue Oui, sur le Michel, PB3E. je peux te la lire peut-être, toujours pour PB3E, une clarification sur les règles d'admissibilité pour la maîtrise qui semblent se contredire. Écoute, je peux pas te lire c'est un extrait du programme. Elle a été peut-être prends le temps de la regarder tranquillement. C'est Madame Clémence Piquet-Gauthier, il y a 6 minutes. Et puis on peut y revenir un petit peu plus tard. On pourrait passer à la question suivante. Je pense qu'elle portait sur la politique de gestion des données, Mathieu. Puis tu en avais aussi une sur la double authentification, sans oublier qu'il y a des mains levées, comme tu l'as dit. Oui, bien, sur la gestion des données, merci Catel, sur la gestion des données, j'ai ma collègue Emmanuelle Lévesque qui a répondu par écrit. Mais Emmanuel, est-ce que tu souhaitais ajouter quelque chose à ta réponse? Non, la réponse, c'est nous, on n'a pas de politique actuellement et le FRQ est en réflexion pour voir si c'est pertinent là, d'adopter un encadrement sur la gestion des données. Excellent. Merci, Emmanuel. On a une autre question sur la double authentification qui présente certains soucis. Donc, il est certain qu'avec FRQNet 2.0, on n'avait pas le choix de remonter d'une certaine façon le niveau de sécurité. On est conscient que la double authentification telle qu'elle est conçue, en plus avec le reCAPTCHA, c'est-à-dire la fonctionnalité « je ne suis pas un robot », on est conscient que ça peut occasionner plus de difficultés. Si les problèmes de courriel sont liés, par exemple, au fait que je ne sais pas, dans votre boîte courriel U-Laval, U-Montréal ou votre boîte d'établissement, les courriels ne sont pas reçus. Ça, vous devez communiquer avec nous. Effectivement, on peut investiguer pour essayer de résoudre le problème. C'est quelque chose qu'on a réglé il y a 2 semaines. Mais pour d'autres types de problèmes, n'hésitez pas à écrire au centre d'assistance. On va vous appuyer dès que possible. Peut-être pour varier un peu les plaisirs, je vous propose d'aller à Madame Sahabon, qui a levé la main. À vous. On ne vous entend pas, par contre. Pourtant, votre micro semble ouvert. Malheureusement, on ne vous entend pas. On demande un lien vers la présentation FRQ qui avait été partagée. Puis là, j'ose pas, Mathieu, parce que je veux vraiment que ça soit la version PDF qui est envoyée. Donc, je ne sais pas si tu peux la mettre ou peut-être tu l'as déjà mis. Je peux la déposer dans la discussion. Ça, par exemple, ça va me prendre une petite manipulation de 30 secondes, mais pas de problème. Peut-être que ça va laisser le temps
résoudre le petit problème de son. Je vous entends pas. Sinon, peut-être Madame Duchesne en attendant. On peut vous laisser peut-être, Madame Sabin, vous déconnecter, reconnecter. Je suis désolée, on aimerait beaucoup entendre votre question. Madame Duchesne, je m'excuse, Mathieu. Oui, je voulais juste continuer sur la double authentification parce que je comprends pas, c'est juste pour les chercheurs parce que moi, je me connecte, j'ai aucune affaire de CAPTCHA. Ça rentre mon mot de passe, puis j'ai même plus de jetons, là. Je veux dire, c'est. Ben, en fait, c'est ça, c'est la double authentification. Si vous aviez déjà un compte dans l'ancienne plateforme, donc ça, vous aviez déjà la double authentification avec l'ancienne façon de faire. Il n'y a rien qui change pour vous. C'est OK. straightforward, ça avance. Par contre, si vous OK. créez un nouveau compte, vous êtes nouvellement arrivé dans la plateforme, c'est là que vous passez au travers de plus d'étapes. Je ne suis pas un robot, etc. OK, parfait, parce que je pensais des fois que j'aurais pu faire quelque chose de pas correct pour la sécurité. C'est parfait. Merci beaucoup. Jessica? Il y a un commentaire là, dans les questions-réponses. On nous demande de parler un peu plus lentement, si on y pense. Là. Je sais des fois, c'est difficile quand on... C'est notre enthousiasme débordant qui fait qu'on va à ce rythme-là, mais je vous promets qu'on va ralentir un peu. Mathieu, on a une question sur les FIR. Je sais qu'on a un document qu'on est éventuellement en capacité à faire circuler auprès de la communauté. Bonjour, est-ce qu'il y aurait quelque part des informations disponibles plus détaillées sur les frais indirects inclus dans les subventions FRQ? Car les règles générales communes sont assez larges. Ou pourriez-vous expliquer quel type de ressources en matière de recherche sont admissibles? Il me semblait qu'on avait éventuellement un document de référence. Certainement, on a un document de référence, mais est-ce que j'aurais une collègue, peut-être toi, Catel, qui a l'expérience avec les frais indirects, est-ce que tu peux expliquer peut-être aux gens qu'est-ce que c'est puis à quoi ça sert? Puis on pourra essayer de voir si ça répond à la question. Mais je pense que la communauté est bien informée de ce que c'est. À l'effet que ce sont des frais donc de 27% de la subvention dans le cas de projet qui doit être en fait réservé à l'établissement pour tout ce qui a à voir avec les frais permettant, rendant possible la recherche en matière d'infrastructure, etc. On a travaillé pas mal sur les FIR l'année passée avec un comité que vous connaissez sûrement, qui est le comité aviseur FRQ. Donc, on travaille avec des représentants de toutes les universités au niveau des agents de liaison et des bureaux de recherche, à l'effet que dans nos grands réseaux, les grands réseaux qu'on lançait, on ne prévoyait pas de FIR, alors que ces grands réseaux déploient de leur côté des projets. Donc, on essaye désormais de bien distinguer à l'intérieur de nos règles de programme, de bien préciser à la demande des établissements que tout ce qui relèvera de dépenses de projet devra se voir impacté par le 27% de FIR versé à l'établissement. À ce moment-ci, je te dirais que mon niveau de compétence s'arrête pas mal là. C'est vrai que nos règles générales communes sont assez générales de ce point de vue-là. On laisse aussi un bel espace de gestion interne dans les établissements. Mais de notre côté, on s'efforce d'être le plus clair possible à l'intérieur des règles de programme, quand bien même les RGC resteraient quant à elles peut-être relativement, aussi on a dit général, j'aurais pu dire peut-être un peu vague, mais volontairement. On laisse ici un droit de gestion, mais en gardant en tête cette règle du 27% sur les dépenses de projet. Est-ce que ça aide, Mathieu? Je ne suis pas sûre. Oui, je trouve que c'est très bien. Donc, je ne sais pas si mes d'autres collègues, Abida, Manon, Nathalie, vous vouliez ajouter quelque chose, ça va? Mais de ne pas hésiter pour les frais indirects de recherche. Parfois, dans la direction des grands défis de société, on a des enveloppes que c'est vraiment supplémentaire par rapport à une stratégie. C'est pas dans les budgets là, réservés, habituels. Donc, parfois, les FIR sont à même le montant. Donc, là, on se demande est-ce qu'on peut mettre telle chose aussi dans les FIR. Donc, c'est très, très précis comme cas. Puis moi, je l'amène à l'interne. Je m'assure que ça reste en cohérence avec ce qu'on accepte et tout ça. Donc, n'hésitez pas encore une fois, à aller vraiment à la personne responsable d'un programme en particulier, surtout si c'est en lien avec le fait que les FIR sont à prévoir à même le montant et qu'il n'y en aura pas de supplémentaire de verser à votre établissement. Je sais que parfois, c'est un peu ça aussi. On avait la question sur est-ce que les bourses de formation à la maîtrise en francophonie, pour la francophonie, revient, je ne sais pas qui a ce programme-là. C'est moi, Stéphanie? Marie-Pierre.
Malheureusement, cette année, le concours des bourses pour la francophonie ne sera pas reconduit. Donc, il n'y a pas de concours pour 2026-2027 pour la bourse de la francophonie. Mathieu, on a une autre question pour Michel. Décidément, le PB3E est très populaire. Pour le concours PB3E, dans le PDF partagé, donc notre PowerPoint, que Mathieu rendra disponible plus tard, on indique parmi les principales modifications le retrait de l'exigence des 2 lettres de recommandation par la personne candidate. Cependant, sur le site du concours, cette exigence est toujours présente. Pourriez-vous clarifier, s'il vous plaît? Ouais. C'est des modifications récentes, ça, je pense, qui ont été réalisées. Je ne suis pas certain. Alors, je n'ai pas la réponse rapidement. Stéphanie, j'utiliserai mon jeton, voir si tu pourrais me dépanner là-dessus. Alors, je vais vraiment chercher parce qu'en fait, les corrections ont été faites sur le site Internet. Donc, je vais vérifier, voir si la personne qui pose la question ne s'est pas trompée peut-être d'année financière. Je pense que c'était aussi une raison pour laquelle que l'équipe de Mathieu a travaillé sur le calendrier des concours pour vraiment essayer de mettre seulement ce qui est dans l'année en ce moment, les concours qui sont ouverts pour ne pas se tromper d'année financière aussi. Donc, n'hésitez pas à revérifier que le programme, les règles de programme que vous regardez sont bien celles qui sont en vigueur. On a aussi rajouté, qu'est-ce qu'on dit? Il y a une petite phrase au début qui dit ce concours est fermé ou c'est hors concours. Donc, je pense que ça vaut la peine de le répéter, mais on essaie de mettre des petits signes pour être certain que vous n'êtes pas en train de consulter les règles du concours d'avant. Puis peut-être j'aimerais ajouter, Marie-Pierre, c'est un bon point, puis c'est pas nécessairement publicisé, mais on a beaucoup travaillé cette année sur le référencement de notre site web, afin que quand on est dans Google, par exemple, on écrit telle règle de programme, c'est le plus récent qui va sortir. Donc, c'est pas nécessairement 100% effectif, mais d'ici l'automne, là, on devrait avoir des meilleurs résultats encore le temps que tout ça se mette en place, pour éviter de référencer des règles des années précédentes. Nathalie. Puis je comprends qu'une part de vos questions qui vient avec ce qui n'est pas encore dans le calendrier des concours. Quand c'est un concours qui est déjà lancé, il apparaît, mais vos questions sont souvent pour oui, mais ceux qui sont pas là, est-ce qu'ils vont arriver éventuellement? Puis on essaie chacun dans nos directions respectives de vous donner le plus de prévisibilité possible qu'on peut là-dedans, soit en faisant des pré-lancements ou soit en donnant des avis à la communauté ou à des clientèles plus particulières. Mais vous pouvez nous interpeller là encore. Si vous attendez un programme, vous ne le voyez pas apparaître, vous pouvez venir aux nouvelles auprès de nous, sachant qu'on essaie de donner l'information au plus grand nombre de personnes possible quand on l'a. Mathieu, on a une question, mais peut-être tu vas mieux la comprendre que moi, de Yann Walker à nouveau. Une demande de mise à jour d'un fichier concours 26 bourses et stages de formation 2025. Il manquerait une colonne résultats. Et j'en profite pour emmener une autre question qui a été posée dans la conversation, mais Jessica lui a demandé, merci Jessica, de retourner dans le QR pour la poser, sur le montant réservé à Sciences en exil cette année. Je pense que la question est pour toi, Marine. Oui, je peux prendre pour Sciences en exil. On ne donne pas forcément le montant des enveloppes dans les bourses de formation. C'est la même enveloppe que pour les années précédentes. Je ne peux pas vous donner à l'avance le nombre de bourses qu'on peut octroyer puisque cette enveloppe, c'est une enveloppe commune pour toutes les bourses, que ce soit maîtrise, doctorat, post-doctorat et chercheurs. Et les montants sont pas les mêmes en fonction des niveaux. Donc, ça dépend de combien il y a combien il y a de personnes qui demandent pour chaque niveau. Donc, on donne toujours le même montant total, mais c'est pas toujours le même nombre de bourses. Je vous invite à communiquer avec la responsable de programme qui est Nadia Rouy pour vos questions. Elle va vous aider à déterminer si les situations des personnes que vous avez sont des situations qui sont considérées par le programme, vous aider à naviguer dans ce programme qui est un peu différent et un peu complexe. C'est tout. Merci Marine. Puis peut-être un petit mot sur la question là, sur le rapport là, dans le portail des établissements. Je suis conscient qu'il y a eu des difficultés avec ces rapports-là en lien avec la mise à jour de FRQNet qu'on a fait au mois de juin. Les rapports n'étaient plus disponibles. Mais je pense que j'ai besoin de revérifier ce rapport-là en particulier. Je m'engage à vous revenir rapidement. Et puis, je ne sais pas, Mathieu, si Valérie est en ligne. Juste, il y a une question pour toi, Valérie, si tu es en ligne sur la bourse autochtone. Donc, dans le question et réponse, puis je te laisse, Mathieu, revoir avec Madame Sahabin qui va être
j'espère qu'on va pouvoir l'entendre. Oui, bonjour. Ben, merci beaucoup pour la question. C'est en lien avec les bourses de persévérance à la maîtrise pour les Premières Nations. L'an passé, on a vraiment fait lancer ce concours qui était vraiment un concours extra, mais pour le moment, on attend encore malheureusement sur la disponibilité des fonds. Donc, je peux pas vous donner de date pour le moment sur son lancement, même s'il y en aura un. On est encore en attente malheureusement. On espère, mais pour le moment, aucune confirmation. Merci. Merci Valérie. Madame Sahaba, à vous. Attendez, Il il reste faut une petite ouvrir le micro, manipulation. mais peut-être Voilà. qu'en même temps, je pourrais dire, Daniel qui propose qu'on mette plus en évidence les changements d'une année à l'autre dans des concours. On a à produire ces changements-là pour des approbations de CA, donc je suis sûre qu'on est capable de convertir pour peut-être les mettre un petit peu plus de l'avant. Dans certains programmes, je pense que ça serait très difficile. Parfois, il y a des refontes complètes. On ne peut pas mettre tous les détails, mais très bonne suggestion, Daniel. On entend, puis on met ça pour l'année prochaine. Bonjour tout le monde, est-ce qu'on m'entend? Oui. Oui, super. Donc j'ai redémarré mon ordinateur. Excusez. Je travaille comme analyste de bourse, enfin ALB à HEC Montréal pour tous les niveaux de bourse, en fait, du bac au postdoc. J'ai une question pour vous concernant l'intelligence artificielle générative, les IAG. Puisqu'on a, nous, des lignes directrices à l'interne, mais je souhaitais savoir si le FRQ, puisqu'on dit le FRQ maintenant, aurait des lignes directrices quant à l'utilisation de l'IAG dans les demandes de bourse. Si c'est autorisé, proscrit, si oui c'est autorisé, ben, à quel titre, synthétiser seulement et où le mettre en fait, comment le déclarer. Merci pour la question. Je peux peut-être, avant que je te passe bien la parole après Catel, j'ai déposé le communiqué qui donne la position du FRQ concernant l'utilisation de l'intelligence artificielle, tant pour les personnes candidates que pour nos évaluateurs aussi. Il y a un enjeu de propriété quand on verse des contenus dans l'intelligence artificielle. Ben là, ça peut aller un peu n'importe où. Là, on ne sait pas exactement qu'est-ce qui est fait ensuite de ces mots-là. Donc, je vous invite à consulter la page de communiqué, puis j'espère que ça pourra répondre à votre question. Catel. Oui, j'étais trop rapide sur le Python. En fait, je levais la main pour la question suivante de Marie-Ève Toupin, qui demande si on pourrait à nouveau, apparemment on le faisait avant, par courriel, les dates limites de confirmation d'études pour les boursiers pour qu'ils aient leur versement. Là, on est sur un point très technique des versements des bourses. Donc, vous aimeriez qu'on vous communique par courriel les dates limites de confirmation à titre d'agent de liaison, j'imagine. Mathieu, est-ce que tu en sais quelque chose ou peut-être les responsables de programme de bourse? Oui, c'est une pratique qui avait cours il y a certain temps. Ça fait, je ne sais pas, je ne peux pas dire combien d'années, mais vous savez que ça fait un certain temps que je travaille au fonds de recherche. Je ne peux plus m'en rappeler, mais j'envoyais un rappel par courriel à tous les agents de liaison quelques jours avant la date limite pour, par exemple, le versement du 30 mai. Je disais à tout le monde, attention, il vous reste quelques jours pour confirmer ça afin de ne pas pénaliser les étudiants. Mais il est venu un moment où j'ai mis ces consignes-là dans le guide d'utilisation du portail des établissements. Mais j'aimerais peut-être rappeler ici, puis peut-être mes collègues du côté des bourses pourront compléter, là. Il existe 3 grands versements pour les bourses de formation. C'est toujours le 30 du mois de la première session. Donc ça signifie, par exemple, le 30 septembre, le 30 janvier et le 30 mai. Ce sont les principales dates de paiement. Puis il nous faut, grosso modo, une semaine pour préparer les versements. Donc, on s'attend à ce que le 23, le 22, le 23 du mois, les confirmations d'inscription, lorsqu'elles sont disponibles, soient déjà transmises dans le portail des établissements. Je suis bien conscient qu'il y a des contextes particuliers. Parfois, la date limite pour le paiement des frais de scolarité change d'une session à l'autre. Mais nous, on n'a pas le choix d'avoir une certaine marge de manœuvre pour traiter les versements, puisque la confirmation d'inscription, c'est seulement une des conditions qu'on vérifie. Il faut faire le suivi avec les étudiants pour les autres conditions. Marie-Pierre. Je suggère qu'on reste peut-être avec les bourses un tout petit peu. On avait reçu des questions sur le cumul, les règles de cumul de bourse avec le fédéral d'avance. Donc, c'est dans notre Excel. Peut-être que quelqu'un voudrait rajouter quelque chose là-dessus. Puis, il y avait même une question pour les versements permis de travail. Peut-être qu'on pourrait aller dans ces 2 questions-là pour la suite pour rester un petit peu. Je ne sais pas si Jessica a en plus la main levée.
Donc, tu peux rajouter puis voir si tu veux commencer à répondre à ces deux-là. Oui, avec plaisir. Donc, juste pour compléter ce que Mathieu vient de dire sur les dates limites de paiement, c'est peut-être plus 10 jours dont on a besoin, là, incluant les fins de semaine. Là, fait que peut-être 7 jours ouvrables, 10 jours tout inclus là, pour le faire. Et donc, si je m'attarde aux 2 points dont Marie-Pierre a parlé, donc le cumul, je vais commencer avec ça. En gros, pour le cumul, si quelqu'un reçoit une bourse et du FRQ et du fédéral, la personne doit obligatoirement accepter la bourse du fédéral. Puis là, par la suite, on peut voir s'il y a un cumul partiel qui est permis ou non. Si le montant total de la bourse du fédéral est plus élevé que le montant total du FRQ, il n'y a aucun cumul permis. Puis, l'exemple, par exemple, des bourses de doctorat est un bon exemple. Au fédéral, si je ne me trompe pas, là, pour leur montant, ils offrent 40 000 sur 3 ans. Donc, ça fait un total de 120 000. Nous, on offre 25 000 sur 4 ans. Ça fait un total de 100 000. Donc, il n'y a aucun cumul permis. Même si notre durée est plus longue, la 4e année ne sera pas versée parce que l'étudiant ou l'étudiante va déjà avoir eu plus que le montant total qu'on offre. Toutefois, si le montant total de la bourse du fédéral est plus petit que le montant total du FRQ, là, il pourrait avoir un cumul permis. Puis, l'exemple de maîtrise, dans ce cas-là, est un bon exemple. De façon générale, le FRQ, si l'octroi est complet, donc de 2 ans à 20 000 par année, on offre un total de 40 000. Les IRSC, le fédéral, si je ne me trompe pas, offre 1 an pour un total de 27 000. Donc, dans ce cas-là, le montant total du FRQ est plus élevé, donc il va avoir un cumul permis parce que la durée de notre bourse est plus longue. Donc, ce qui va se passer, c'est que la première année, la personne va avoir le 27 000 du fédéral, puis n'aura rien du FRQ, parce que pour l'année 1, nous, notre bourse est de 20 000 et moins que 27 000, donc on ne lui donne rien. Et pour la 2e année, comme notre durée est plus longue, bien là, cette personne-là va avoir le 20 000 complet de la 2e année. Je sais, je pense avoir comme, j'ai peut-être pas dit toutes les subtilités, mais tu sais, c'est comme 2 cas assez qui arrivent souvent. Donc, je vais m'arrêter là pour ça. Si on veut d'autres précisions ou si Michel veut ajouter quelque chose, il pourra. En ce qui concerne les permis d'études ou les permis de travail, dans le fond, ce n'est pas quelque chose qu'on demande au FRQ. Toutefois, dans nos conditions au paiement, pour les personnes qui ont une bourse de maîtrise et de doctorat, on doit avoir une confirmation d'inscription à l'université. Donc là, pour être inscrite à l'université, peut-être que certains requis, par exemple de permis, mais ça gère à l'université. Nous, on veut juste que l'université nous confirme l'inscription. En ce qui concerne le postdoctorat, on demande une attestation de présence sur les lieux de stage. Donc, c'est ça nos conditions au paiement par rapport au permis. Là. Ben, on ne demande pas les permis. Donc, oui, je m'arrêterai là. Je ne sais pas si... Oui, peut-être, Jessica, je sais pas, excuse-moi Mathieu, on a une petite question pour les bourses santé, la bourse tremplin dans le chat. Et puis, tant qu'à t'avoir, Jessica, je sais que Michel ou Stéphanie aura aussi beaucoup à dire là-dessus. On a une question sur est-ce qu'on peut, quand on est un boursier du fédéral, déposer une demande de bourse au FRQ? Pour tremplin, je vais laisser quelqu'un d'autre répondre après. Fait que je peux peut-être aller directement à l'autre question. Dans le fond, si vous avez déjà une bourse du fédéral, non, si je prends l'exemple du doctorat, si vous avez déjà une bourse du fédéral de 120 000 $, vous ne serez pas admissible
à la bourse de doctorat du FRQ. Donc, si vous déposez, on va analyser votre demande, puis dans votre demande, normalement, vous déclarez ce que vous avez reçu. On va voir que vous avez une bourse fédérale de 120 000, puis vous allez être non admissible. Ça fait partie de nos critères d'admissibilité. Pour la maîtrise, par exemple, c'est différent. C'est comme je l'ai expliqué tantôt, comme à la maîtrise, normalement, la fédérale donne, je veux dire, seulement 27 000 au total. Vous pourriez être admissible pour une deuxième année de financement. Voilà. Je laisse Marine, je pense. J'allais dire, pas hésiter d'appliquer pour la deuxième année, en fait. C'est ça que tu dis, compléter le fédéral. Oui. Donc, je passe la parole à Marine pour Tremplin. Pour Tremplin, la responsable de programme n'est pas là aujourd'hui. Je vais répondre quand elle m'aura répondu dans le chat, mais normalement, ce ne sera pas avant septembre, je pense, ouverture du formulaire. Puisqu'il me semble que la prochaine date de clôture du concours, c'est le 3 novembre. Il n'y a pas d'autres questions. Peut-être Geneviève, si tu peux faire Geneviève Godbout, si tu peux faire un petit complément sur la question du CV descriptif. On avait reçu dans les questions qui avaient été anticipées, il y avait une petite confusion. Il y avait cette histoire sur le supplément qui va être notamment sur relève professorale en recherche-création, éventuellement une confusion avec le portfolio. Est-ce que tu peux nous clarifier ce document additionnel qui est ajouté, qui s'ajoute au CV descriptif qui va être demandé au nouveau CV descriptif? Le détail a été donné. Stéphanie Boutin a bien répondu. Oui, il y a le CV qu'on va repêcher donc dans la boîte à outils, qu'on transforme en PDF et qu'on joint notre formulaire dans FRQNet 1.0. Mais il y a également un deuxième document qui est requis et ça, dans le formulaire, vous allez le voir, c'est obligatoire. C'est un complément simplement qui permet d'identifier les emplois antérieurs. Maintenant, d'un secteur à l'autre, il peut y avoir des petites différences que je ne connais pas bien, mais du côté de Société Culture, donc, ce sont uniquement les emplois qui sont demandés de documenter dans ce complément au CV. Je pense que c'est du côté du secteur santé, si je ne fais pas erreur, où il y a un peu plus d'informations qui est demandée dans un programme en particulier. Je peux me tromper. Manon semble vouloir intervenir. De toute façon, ça n'a pas l'air forcément évident. Marie-Pierre, tu y allais aussi avant Manon ou non? Tu passes ton tour? J'allais juste dire que dans les nouveaux programmes qui sont lancés maintenant au niveau des subventions à santé, puis je pense que ça va être la même chose dans les autres secteurs, étant donné que le CV commun canadien sera terminé, sera plus en fonction au mois de décembre, ben, on demande aussi le CV descriptif et le complément de CV pour nous permettre de faire l'admissibilité. Donc, les documents sont dans la boîte à outils. C'est ça. J'en profitais pour continuer de faire le tour aussi de ce qu'on avait reçu en avance. Bien que c'était écrit dans une diapo en particulier, peut-être que ça passait inaperçu parce que des fois, on a regroupé des choses sur les mêmes diapos, mais le soutien au congrès international, ça revient. Donc, c'était une question, mais effectivement, ça revient. Il y avait aussi une question sur qu'est-ce qu'on accepte comme type de confirmation pour le congé parental? Je ne sais pas si quelqu'un voulait répondre en lien avec le 6.13. Donc, je ne sais pas si on avait quelque chose à préciser ou donner des exemples. Il y a plusieurs personnes qui sont peut-être équipées pour y répondre, mais... Je peux peut-être essayer de commencer. Oui. Puis Jessica, tu pourras compléter si jamais je manque quelque chose. Pardon. Ben, les conditions, c'est que la personne ne doit pas être inscrite. Mais en tant que tel, est-ce qu'on demande de quoi aux établissements? Je pense pas. On leur demande de ne pas confirmer l'inscription s'ils ne sont pas inscrits. Mais autrement que ça, je ne pense pas qu'on demande quelque chose aux établissements. À moins que là, je me trompe et qu'on a fait un ajout récemment. Puis là, je pourrais demander, Jessica, est-ce que je me trompe? Je lisais les questions dans le question-réponse, donc je n'ai pas compris la question de Marie-Pierre. C'est en lien avec les... Oui, c'est parental, quel document demande-t-on aux établissements? Aux établissements spécifiquement, je pense que normalement, en tout cas ce que j'ai déjà vu, c'est qu'il y a quand même une confirmation comme de non-inscription. C'est non-inscription, congé parental. Je pense que
souvent, il y a une précision. Ça peut quand même nous aider là, parce que normalement, on a l'information de la personne candidate aussi qui nous le donne, mais ça nous permet de contre-vérifier. Puis des fois, l'université nous le confirme avant, alors qu'on n'a pas de nouvelles de la personne candidate. Donc là, ça nous met la puce à l'oreille. Donc, ça peut être bien que ce soit un peu plus précis que juste non inscrit. Mais si c'est juste écrit non inscrit, c'est aussi correct parce que c'est la responsabilité de la personne candidate de nous fournir les autres documents là, qu'on lui demande à elle et à la personne qui dirige sa recherche de nous les fournir. J'ajouterais que c'est quand même très important que les établissements puissent confirmer que la personne est en congé parental ou peut-être une autre raison de suspendre son programme de formation. Alors, c'est arrivé donc qu'un étudiant ou une étudiante nous dise je suis en congé de maladie, mais toujours inscrite, par exemple, à son programme, alors que nous, ça va à l'encontre des règles. Alors, il faut vraiment, pour pouvoir suspendre aussi les versements de la bourse, qu'on ait une confirmation de l'établissement. Et ça apparaît aussi dans le système avec différentes formules. Je pense que chacun pourra nous le dire ou nous l'inscrire dans les questions et réponses. Ce sont des formules différentes là, qui nous indiquent que c'est un congé, quel type de congé c'est. Voilà. Merci beaucoup, Geneviève, d'avoir complété. On a la question de M. Sicotte, Mathieu, parce que je sais que tu es très occupé dans le chat à répondre aux gens et à mettre les liens. Mais après, Michel, si tu peux aller voir dans le question-réponse, on a encore une question sur le PB3E. C'est vraiment un concours dont on entend beaucoup parler. Monsieur Sicotte, on vous écoute et puis on aura Michel ensuite sur le PB3E pour la question de Madame Marie Lano. Oui, bonjour. Moi, ça touche pas vraiment les concours, mais en fait, plus au niveau je dirais des dépenses admissibles dans les programmes. Chose qu'on a observé beaucoup dans les dernières années, c'est que les catégories de dépenses, comme les comme 1, comme 2, comme 3, ces choses-là, ont tendance à varier d'une année à l'autre ou même au sein d'une même année. Ce qui est un peu problématique quand nous, on a nos comptes de dépenses admissibles dans nos projets. Par contre, par exemple, des fois, on a des programmes qu'une année, mettons, je sais pas, comme 5 est admissible, l'année suivante, elle ne l'est pas. Donc, je ne sais pas qu'est-ce qui crée ça dans votre système. Est-ce qu'il y aurait moyen de standardiser les catégories de dépenses admissibles dans les programmes? Je peux comprendre que des fois, avec les années, il peut y avoir une évolution, puis des dépenses, des catégories de dépenses peuvent se rajouter à cause de certains besoins des chercheurs. Mais c'est pas normal que ça change autant d'une année à l'autre. Mais ça devrait être un peu plus, c'est un peu plus standard. Là. Je sais pas s'il y a. Si vous pouvez avancer par rapport à ça, là, mais. Monsieur Scott, moi j'aimerais ça. Peut-être on pourrait regarder un exemple en particulier parce que notre philosophie à la base, c'est qu'on est davantage en mode ajouter des catégories de dépenses plutôt que d'en retirer. Donc, au fur et à mesure, quand le temps passe dans un programme, on peut ajouter une catégorie de dépenses, mais le principe, c'est qu'on ne doit pas nécessairement en retirer à moins d'avoir un changement majeur dans les règles qui le demandent. Mais j'aimerais ça, M. Scott, envoyez-moi un exemple, puis je vais faire le suivi particulièrement pour m'assurer que ce principe-là est respecté. C'est bon, je n'ai pas d'exemple récent sous la main, là, mais je vous soumettrai ça. Un grand merci. Puis, Mme Duchesne, est-ce que l'intervention est en lien avec M. Scott? Je pense que oui. Hein? Oh, votre micro est fermé, par contre. On ne vous entend pas, Mme Scott. Madame Duchesne, pardon. J'ai oublié, c'est pas grave. Je vous ai entendu, là, mais c'est pas grave. Oui, je vais enchaîner sur ce que M. Scott dit, parce que c'est vrai que des fois, ça devient compliqué de dire où est-ce que je mets ça, parce que des fois, ils vont présenter un article dans une conférence, c'est surtout moi, là, mon gros problème, c'est dans les frais de diffusion. Je trouve que c'est mal décrit. Ça pourrait être réorganisé parce que là, c'est frais de publication pour les pairs, là, non scientifiques. Il n'y a pas vraiment les frais de justement, comme je vous dis, d'inscription à un congrès pour aller présenter des choses. Ça devient difficile. On est obligé d'aller voir la pièce pour dire, bon, vraiment, c'est quoi ce petit. Puis là, de décortiquer pour rentrer ça dans le rapport financier. Fait que, tu sais, peut-être, là, j'aimerais ça aussi, je vais suggérer quelque chose, qu'il y ait un autre webinaire consacré au rapport financier avec tous les gens qui les font dans les universités, parce que
tu sais, M. Sicotte, il rencontre des trucs. Moi aussi, j'en rencontre. On ne doit pas être les seuls, là. Je ne sais pas s'il y en a d'autres qui assistent aujourd'hui ou pas. Mais peut-être qu'on pourrait organiser ça pour que ça satisfasse tout le monde, que ça soit plus productif aussi pour tout le monde, là. Autant pour vous que pour nous, là. Parce que je sais, des fois, c'est pas un problème. Il manque une ligne, on écrit, vous ajoutez la ligne, mais tu sais, c'est encore là. Il faut envoyer un courriel, vous ajoutez la ligne, il faut retourner dans le rapport. Comprenez-vous? C'est comme on dédouble le travail souvent, je pense. Puis moi, des fois, je vais voir, je ne sais pas aussi comment votre fichier de dépenses est construit. Est-ce que, parce que dans certains autres organismes, on peut comparer avec le devis de recherche. Je ne sais pas si vous, c'est fait à partir de ça, du chercheur. Parce que normalement, moi, des fois, quand je trouve. Oui, parce que là, on peut aller vérifier, mais des fois, la catégorie, tu sais, ça ne correspond pas tout à fait à ce qui a été écrit, là. Mais bon, je sais ça. Moi, là, c'est ça. Moi je vote pour un webinaire rapport financier, s'il vous plaît. Ben, moi, je trouve que c'est une bonne suggestion, puis je pourrais inscrire cet atelier-là. On pourrait faire un atelier de travail sur les rapports financiers en prévision de la nouvelle version des rapports financiers sur laquelle on travaille. Oui. Puis, on pourrait y aller dans cette optique-là. Donc, faisons ça à la rentrée, si vous voulez bien, septembre-octobre. Là, je vais m'occuper de faire ça. Avant le 31 octobre, normalement, mon contrat se termine. Je suis à la retraite, moi, normalement. Ah, ben là, je ne pourrais pas passer à côté de ça. Là. C'est sûr que ça va se faire en septembre. Mathieu, Parfait, merci beaucoup, Madame Duchesne. On a Jessica qui va répondre probablement de manière plus directe dans le question-réponse à Madame Magali Raté, parce que c'est vraiment un cas très particulier de jeu, de session, etc. À moins que tu veuilles intervenir maintenant, Jessica, mais après, il faudrait que Michel. Michel, est-ce que tu prendras la question sur le PB3E ou est-ce que tu y as répondu en parallèle? C'était une question sur il n'y a plus de quota par volet pour les bourses pour tous les pays du PB3E, mais une recommandation maximale de 16 candidatures. Quel est le budget, etc. Peut-être Jessica, vas-y. J'ai répondu dans le chat. Ok, parfait, je voyais pas. J'aimerais juste compléter, Catel. Oui, Michel a répondu. Puis ce que je voulais ajouter, j'étais en train de l'écrire, mais là je le dis verbalement, c'est que le quota là, de 4 candidatures présélectionnées par les établissements pour chacun des 4 volets qui ferait 16 candidatures bien fermes, très, très cadrées. Ça a été retiré, ce quota-là, pour donner la flexibilité aux établissements de sélectionner, au fait, un total de 16, selon ce qu'ils reçoivent comme demande, est-ce que c'est des docs, post-docs ou maîtrises. Ça a été vraiment un commentaire puis une demande qui nous a été faite par plusieurs établissements via la DESAC, et on a discuté avec le MES, et aujourd'hui, on a cette flexibilité. Je pense que c'est vraiment un bon tel jeu pour tout le monde. Merci beaucoup, Abida. C'est moi, je n'avais pas vu qu'il fallait cliquer sur commentaire pour faire défiler comme quoi. Tu vois, au bout de 5 ans de télétravail, j'ai toujours les mêmes limites. Vas-y, Jessica, puis je rends la parole à Mathieu après. Je m'excuse pour l'intrusion. Oui, j'ai répondu à la question dans le chat, mais ça peut quand même, c'est une situation qui arrive quand même régulièrement, là, des gens qui ont une bourse des IRSC, qui reçoivent une bourse du fédéral, puis par la suite du FRQ. Puis là, on me demande si on va couper un versement. Par exemple, nous, si on offre 4 versements selon le nombre de sessions qu'ils ont effectuées, puis par la suite, on voit qu'il y a une bourse du fédéral. En fait, si quelqu'un reçoit 3 sessions de financement du fédéral, cette personne-là va recevoir maximum 3 sessions de financement du FRQ. Parce que dans notre règle, ce qu'on dit, c'est qu'on va prolonger d'autant la durée du financement. Donc, d'autant fait référence au fait à la période de plus que le FRQ finance. Donc, le fédéral finance 3 sessions, nous, on finance 6, donc on en finance 3 de plus. Donc, on va en financer 3 maximum pour ces personnes-là. Je ne sais pas si c'est clair, mais... Oui, j'avais peut-être envie de répondre à une dernière question qui avait été posée d'avance, qui nous demande, étant donné que nos budgets sont, on les connaît d'avance, est-ce qu'on pourrait annoncer certains résultats plus tôt? C'est vrai que des fois, on a fini le processus, mais on doit attendre d'avoir les approbations de CA.
c'est hors de notre... donc, on annonce dès qu'on peut, en fait, parce que pour vous, autant que pour nous, c'est ça qu'on veut, mais parfois, on ne peut pas. Donc, c'est une petite réponse, je pense, générale. Comme je ne voyais pas d'autres personnes qui interviennent, puis je pense que pour moi, ça fait le tour des autres questions qu'on avait reçues. Si les collègues en attrapent encore un ou un autre, mais je pense qu'on a fait le tour. Voilà, Mathieu, je te redonne la parole. C'est bien. Merci, Marie-Pierre. Je fais un suivi sur quelque chose qui nous a été demandé tout à l'heure par rapport à un rapport d'extraction dans le portail des établissements, un rapport là, qui concerne les bourses. Vous pouvez vérifier, là, maintenant, la correction a été apportée, c'est disponible dès maintenant. Alors, peut-être je pourrais parler un 30 secondes sur le CV, puis concernant aussi l'intégration avec ORCID. Vous voyez sur notre page d'accueil d'FRQNet, vous pouvez vous authentifier avec ORCID. Juste dire une chose importante par rapport à ça, c'est que cette intégration avec ORCID est très stratégique, très importante pour nous, dans le contexte où on pourra, pour les personnes qui détiennent un identifiant ORCID, importer des contenus pour venir alimenter des formulaires, alimenter des pièces jointes, alimenter des documents qui vont suivre avec les demandes de financement. Donc, on en est seulement à la première étape de l'intégration, mais on aimerait continuer le travail avec la communauté pour valoriser les identifiants uniques pérennes, valoriser ORCID, valoriser aussi le fait que tous nos octrois détiennent maintenant un DOI pour faire le suivi avec le résultat, les retombées de la recherche. Donc, si vous avez des questions ou des commentaires sur ce grand thème-là, c'est très important pour nous. Je vais vous déposer dans la discussion un lien vers une page web. Il y a Jessica qui a levé la main. Oui, on a une question dans le question-réponse qui a beaucoup de sous-sections, donc je vais essayer de répondre à ça. Donc, ce qu'on dit, c'est que on nous demande si les établissements doivent confirmer l'inscription d'un étudiant ou d'une étudiante alors qu'ils savent que cette personne-là a déjà une bourse du fédéral. La réponse là, simple, c'est oui. On veut que les établissements confirment l'inscription de tout le monde, de tout. En tout cas, si vous recevez une liste de nos étudiants et étudiantes qui ont un versement, s'ils sont inscrits, on vous demande de confirmer l'inscription. La personne dit qu'effectivement, vous pouvez indiquer dans la boîte commentaire que cette personne-là a déjà une bourse fédérale. C'est une information qui peut nous être utile, effectivement. C'est vrai que ça se peut qu'on ne le voit pas tout le temps. Là. Bon, ce tableau-là, il est grand, donc on essaie quand même de faire attention. Parce que, en fait, la responsabilité de déclarer cette bourse-là revient à la personne titulaire de la bourse. Donc, nous, à chacun des versements, la personne doit nous dire si sa situation, si son statut est le même et les bourses qu'elle reçoit. Ça se peut que la personne titulaire oublie de déclarer la bourse, que vous nous avez confirmé l'inscription, puis qu'on n'a pas vu votre commentaire, par exemple, et qu'effectivement, le versement part. Mais là, dans le fond, c'est vraiment la responsabilité de l'étudiant et de l'étudiante de nous l'informer. Puis s'il faut, nous, quand on va s'en rendre compte, on va lui demander de nous rembourser. On comprend là, que ça peut faire un peu d'aller-retour, mais c'est ça. Je pense que ça, c'est notre ligne directrice principalement. La raison pourquoi, on nous demande pourquoi ces personnes-là apparaissent encore dans la liste des boursiers dont il faut confirmer l'inscription, c'est parce que justement, ça veut dire que cette personne-là ne nous a pas déclaré sa bourse, donc le versement est comme encore actif, on ne l'a pas annulé. Quand la personne nous déclare une bourse, normalement, il est annulé, donc vous n'avez pas à nous le confirmer. Donc, c'est ça. Je pense que c'est ça pour la première question. L'autre question, c'est qu'on nous dit, c'est vrai, là, je sais, là, j'en suis une des responsables, on a déjà demandé à des personnes étudiantes de nous envoyer directement leur confirmation d'inscription. Ça arrive des fois quand il y a des modifications, quand l'étudiant ou l'étudiante fait une modification à son portfolio,
vraiment proche de la date où nous, on a besoin d'avoir toutes les informations. Puis des fois, ça fait en sorte qu'on doit créer un nouveau versement pour différentes raisons. Puis là, on sait que l'établissement n'aura pas le temps de confirmer l'inscription avant comme notre date limite. Donc, dans ces cas-là, entre autres, en tout cas, moi, j'ai l'habitude de demander la confirmation à l'étudiant directement pour qu'on puisse mettre son dossier en règle puis le payer. Donc, tu sais, je comprends que ça contourne un peu notre façon de faire, mais c'est pour ne pas pénaliser l'étudiant ou l'étudiante qui n'aurait pas son versement au 30 mai, par exemple. Excellent. Merci, Jessica. J'appuie le commentaire d'Abida qui indique de ne pas hésiter à communiquer avec nos responsables de programme si vous avez des questions spécifiques. Même chose aussi pour le Centre d'assistance informatique, l'équipe des rapports financiers. On est là pour répondre à vos questions, il n'y a pas de souci. Mais on a une question additionnelle, Mathieu, sur Sciences en exil. À nouveau, une question de budget. Marine, est-ce que tu peux y jeter un œil? On est sur pour Sciences en exil. Est-il possible de rappeler le montant de l'enveloppe annuelle globale dans laquelle ce concours est pris et quels autres concours sont inclus dans cette enveloppe? C'est une demande qui se fait dans un contexte compliqué. Ça nous permettrait peut-être de modérer les espoirs du professeur qui dépose la demande et du chercheur qui espère une solution à sa situation. Comme j'ai déjà dit, pour les bourses de formation, on ne donne pas le montant des enveloppes, donc je ne donnerai pas le montant de l'enveloppe. Et ensuite, c'était quoi l'autre partie? Sont-ils... Donc, les concours qui sont inclus dans cette enveloppe sont les concours Sciences en exil à destination des maîtrises, des doctorats, des post-doctorats, des chercheurs. Ensuite, on prend les demandes dans l'ordre où elles arrivent et on étudie les cas au cas par cas. Puis, cette année, on a un système qui est mis en place avec les agents d'université qu'on recontacte, qui sont recontactés par la responsable du programme pour voir avec eux, pour repréciser quelles sont les conditions, etc. Vous pouvez, je vois, Madame Bouvet, vous pouvez intervenir. Non, c'est que c'est quand même une situation particulière, Sciences en exil, là. Comme vous le savez, c'est pour soutenir des gens qui sont dans situation de pays en guerre ou de choses comme ça. Et en fait, nous, on n'a aucune visibilité. On ne sait absolument pas combien de bourses ont été données par année précédemment. Donc, on n'est pas du tout en mesure. Enfin, c'est un dossier qui est compliqué à monter pour le professeur. Il a énormément d'espoir parce qu'il s'implique généralement personnellement pour le montage de ce dossier. Et comment dire, l'affect est encore plus important en Sciences en exil que pour d'autres possibilités de financement. Et on n'a aucune idée du nombre de bourses données par année. Donc, si on était capable de dire, regarde, il y en a eu 2 l'année dernière, peut-être que les personnes se diraient, OK, peut-être qu'il ne faut pas que je mette trop d'espoir là-dedans. Mais là, on ne sait pas. Donc, on soutient, on ne sait pas trop. C'est pas qu'on veut des montants absolument, c'est qu'on veut un ordre d'idées pour être capable de moduler les attentes, quoi. Sauf erreur de ma part, elles sont les bourses sont nos bourses sont publiques. Donc les personnes qui ont eu la bourse Sciences en exil, les octrois sont sur le site comme pour les autres. J'ai pas les chiffres là sous les yeux exactement du nombre de bourses qui ont été données, mais je sais que c'est variable entre les années. Ensuite, comme je vous dis, je sais pas de quelle université vous êtes, mais la responsable de programme fait vraiment l'effort de faire le suivi avec chacun des agents de liaison de l'université, à des rencontres téléphoniques, des suivis qui sont nombreux, précis. Fait que n'hésitez pas à lui écrire. Je sais pas si vous avez un dossier en particulier. Puis sachez juste qu'on est très sensible à la situation des personnes. On en a extrêmement conscience puisque on leur parle en direct et qu'on voit toutes les situations. On a les appels, on a les lettres, on a les courriels. Donc, on est très sensible à ça. Donc, on peut s'écrire aussi si vous souhaitez par rapport à un dossier, s'il y a quelque chose qui bloque, si vous n'avez pas reçu de réponse pour quelque chose. Puis là, je vais essayer de récupérer les chiffres d'ici la fin de la rencontre sur les octrois qui ont été faits ces dernières années. Normalement, ils sont publics. OK. Mais en l'occurrence, c'est Polytechnique Montréal. Et le dossier qu'on a fait fin de l'automne dernier, début de l'hiver, on a eu très
peu de retours, de détails, de réponses, où le professeur qui avait déposé était très, très frustré, où on lui disait redéposer, redéposer. Redéposer, ça commençait à être... Enfin, comment dire? Ça réanimait l'espoir, où on se disait, mais est-ce que vraiment il y a de l'espoir pour que ça passe ou pas? On n'en avait aucune idée. Bref, c'est ça. C'était flou pour nous. Et on avait l'impression que ça générait plus de frustration qu'autre chose. Mais Donc, ce qui se passe à chaque année, c'est qu'environ au mois d'octobre, l'enveloppe est vide. Donc, pour les personnes qui nous contactent septembre-octobre, et ce qui se passe à chaque année, c'est qu'on fait des représentations pour obtenir de l'argent supplémentaire. On ne sait pas si on va en avoir ou pas, donc on ne ferme pas le concours dans l'espoir d'en avoir, mais si c'est complètement indépendant de ce que nous, on est capable de faire. Donc, je pense que, vu la date que vous me donnez, c'est peut-être tombé là-dedans, puis qu'on a recontacté début avril, puis donc, je comprends. On connaît quasiment tous les cas. Je pense que je vois les cas dont on parle. Donc, mais on peut s'en reparler. Merci pour votre question. Et on essaye vraiment d'améliorer c'est très compliqué à gérer. Vous le savez, vous le voyez de votre côté. De notre côté, c'est pareil. Entre les personnes qui sont là sur le point d'arriver, qui ont des visas, pas de visa, qui finalement n'arrivent jamais, donc, on fait de notre mieux avec des moyens très limités. On a une autre question de Mme Saint-Pierre que je vais autoriser immédiatement. À vous. Oui, moi j'ai une question sur le programme de subvention, les chaires sur la diplomatie scientifique, pour lesquels les projets doivent être portés par le rectorat des universités, mais pour lesquels il n'y a aucun accès aux chercheurs. Moi, je voulais juste vous informer que ce que le chercheur fait dans ces cas-là, c'est qu'il copie-colle, envoie ça, et c'est quelqu'un d'autre qui le fait. Et je me demandais s'il n'y avait pas pertinence même si c'est une demande qui est pilotée par l'établissement, de donner un accès limité aux chercheurs qui appliquent. Ok, je peux peut-être réagir. En fait, ce programme-là est porté par Laurent Corbeil, notre collègue qui travaille aux initiatives stratégiques internationales au bureau du scientifique en chef. Il n'est pas avec nous aujourd'hui. Donc, ce que je vous propose, c'est qu'on garde votre remarque et qu'on la lui achemine, ou mieux encore, vous pourriez lui envoyer un petit mot, laurent.corbeil @frq, etc. Je peux aussi mettre son adresse dans le chat. Peut-être, merci beaucoup Mathieu. Mais ça va. C'était simplement pour dire, pour d'autres concours, si vous ouvrez d'autres concours, parce que pour celui-là, c'est terminé, là, je ne sais pas s'il y en aura d'autres, mais quand vous ouvrez des concours et que vous donnez la responsabilité entière de soumettre l'entièreté de la demande aux établissements, c'est sûr que les établissements en tant que tels ne vont pas générer toute l'information. Donc, il est toujours intéressant de laisser une portion d'accès à l'équipe de recherche pour des raisons d'efficacité, mais aussi, puis là, je me disais, ça peut être utile pour d'autres concours à venir. Aussi, on développe des concours plus institutionnels, notamment pour des visées de chaires ou des trucs comme ça, parce qu'aux chaires de recherche du Canada, les chercheurs peuvent rédiger, ont accès quand même à certaines sections, puis les établissements ont aussi accès à d'autres. Les établissements ont accès à tout, mais les chercheurs peuvent quand même remplir certaines sections là, générées par eux-mêmes. C'était un commentaire. Merci beaucoup, on le note, effectivement, c'est une bonne remarque. On a une question pour toi, Marie-Pierre, sur le talent d'exception avec le MIFI, un très beau programme lancé récemment d'accompagnement des chercheurs en situation d'immigration. Et donc, je vais te laisser, Marie-Pierre, répondre à cette question qui porte sur la manière dont c'est évalué, la compo du comité, etc. Et puis aussi, une demande pour toi, Marine, mais tu as dû l'avoir, Yann Walker, qui nous demande si éventuellement un webinaire, juste sur Science en exil pourrait être envisagé, mais ça, je le laisse à ta discrétion, c'est dans ton équipe que ça se loge. Marie-Pierre, éventuellement, pour talent d'exception? Oui, j'ai pris l'appel parce que je n'ai pas d'Internet en ce moment. Je suis sur mon hotspot, donc c'était mon fournisseur qui m'appelait. Je suis vraiment désolée. C'est pile au moment où le seul programme qu'on gère a été mentionné. Donc, je vais juste prendre la peine. Comment les demandes de recherche sont-elles évaluées?
Oui, en fait, c'est une demande d'avis. Juste pour rappeler, il n'y a pas de financement en lien avec ça et on nous a demandé de le garder le plus simple possible. Donc, on est allé miser sur les conseillers scientifiques qui sont déjà à pied d'œuvre au fonds de recherche. Donc, on va dans les 3 fonds, les conseillers scientifiques qui sont déjà recrutés par nos VP recherche et on va directement recruter là. Et il doit y avoir au moins 2 évaluateurs qui convergent et qui disent en effet cette candidature est en haut de 90, donc exceptionnelle. C'est quand même talent d'exception en recherche, là. Donc, il a fallu travailler le concept d'exception. Nous, on a un barème quand même partagé à travers tout le fonds de recherche que 90, c'est vraiment là où on finance l'excellence, oui, à partir de 70 peu importe ce qu'on est en train d'évaluer. Mais un 90, ça veut vraiment dire c'est exceptionnel. Donc, on a décidé d'y aller avec ça. Donc, c'est certain que dans certains cas, il va manquer un peu d'éléments pour être considéré exceptionnel. Donc, c'est ce que moi, je gère dans le comité d'évaluation parce que c'est une évaluation assez inhabituelle quand même. Donc, on prépare nos évaluateurs, on discute assez longuement de leur perception de l'exception. On revoit les critères. Je m'assure que c'est toujours compris de manière semblable, puis ensuite, les évaluations ont lieu. Donc, je ne sais pas si je donne assez d'informations, mais c'est des chercheurs, des chercheuses aguerris. En plus, nos conseillers scientifiques sont souvent en fin de carrière. Donc, c'est vraiment des gens qui ont participé à beaucoup de comités d'évaluation, qui ont vraiment l'habitude. Donc, c'est à eux qu'on confie cette tâche et c'est en continu. Je ne sais pas s'il y avait d'autres questions, Catel. J'ai lu ce que je voyais. Non, c'est parfait. Monsieur Roy peut réagir, Monsieur Tomiroy éventuellement peut réagir s'il a besoin de plus, mais non, il me semble que tu as répondu à ce qui était attendu. Excellent. Est-ce qu'on a de nouvelles questions, Catel, dans le Non, question à ce réponse? moment-ci, j'en vois pas, ni dans la conversation, ni dans le question-réponse. On aurait couvert. Vraiment, n'hésitez pas, il nous reste un petit peu de temps. Si je sais que Mathieu reçoit aussi énormément de courriels auxquels il répond en rafale, donc beaucoup d'intérêt. On voit aussi beaucoup d'intérêt pour certains programmes. Bon, c'est intéressant de voir. On pourrait creuser plus avant avec vous là-dessus. Est-ce qu'il y a autre chose? Il nous reste un petit peu de temps. Peut-être certaines diapos du PowerPoint. On vous a partagé pas mal de petits ajustements à nos règles générales communes. Aussi de nombreuses diapos sur les bourses maîtrise doc postdoc. Vous savez qu'on est tranquillement au terme d'un long processus d'harmonisation entre les 3 secteurs, rendu d'autant plus légitime du fait de la loi qui a fait une seule bannière FRQ au cours de l'année antérieure. Donc, beaucoup de nouveautés, un très, très gros travail des équipes pour arrimer les pratiques et s'accorder sur il reste très peu de points de divergence en fait entre les secteurs à ce moment-ci. On a Julien Cadieux Jeunesse. Oui, bonjour. En fait, c'est concernant les programmes de chaire du FRQ, notamment en diplomatie financière, il y avait une exigence d'apparier des montants pour obtenir un financement complémentaire d'un autre organisme subventionnaire international. Je vous dirais que ça a généré beaucoup d'émoi du côté institutionnel, puisqu'on n'a pas les réseaux de contacts nécessaires pour effectuer de tels démarchages. Et ça met énormément de pression sur les épaules des candidats qui ont été sélectionnés à l'interne de notre institution pour obtenir ce fonds en contrepartie. Donc, ceci étant dit, la question est-ce qu'il est prévu dans des concours à venir de ce type-là d'avoir une fois de plus des contreparties d'un autre organisme subventionnaire externe au Québec ou au Canada? Pour qu'on puisse prévoir les choses puis effectuer du démarchage dès maintenant, compte tenu que parfois les délais pour déposer les dossiers sont serrés. Merci. Donc, on s'entend que pour chaire en diplomatie scientifique, c'est Laurent Corbeil. Je ne sais pas, Matt, si la question te dit quelque chose. Je sais qu'aux actions concertées, vous avez déployé des chaires au cours de l'année passée. Oui, mais on n'avait pas je viens d'aller vérifier, on n'avait pas de contrepartie d'autres organismes subventionnaires demandés pour le programme de chaire de recherche du Québec. Donc, ça doit être spécifique au contexte international du programme géré par Laurent.
Je m'excuse de ne pas vous être plus utile. On n'avait pas anticipé le besoin d'associer Laurent à la rencontre. On va se prendre une note pour l'année prochaine. Effectivement, il lead un certain nombre de programmes au nom de Rémi Quirion. Est-ce que ça vous convient, Julien, peut-être de le contacter par ailleurs? Oui, je pourrais faire le lien, effectivement. Désolée de ne pas pouvoir plus à ce moment-ci, mais on note l'importance d'associer Laurent l'année prochaine. Merci. Catel, j'allais peut-être juste rajouter que parfois à l'international, les collaborateurs, les partenaires, ce sont très compliqués. Je vois aussi Laurent travailler sur des grandes plateformes comme Horizon Europe et tout, et à essayer de décortiquer toutes les exigences, voir si ça peut vraiment se faire ou pas. Et parfois, à l'international, là, il y a un momentum politique tout d'un coup qui fait que là, il faut vraiment que ça sorte. Et là, il faut vraiment qu'il y ait une contribution internationale. Autrement, la dimension internationale ne se tiendrait pas derrière et tout ça. Fait que je pense qu'on essaie d'éviter des choses comme ça. Plus on demande de l'intersectoriel, par exemple, dans mon cas, ou des choses compliquées, on essaie de le préannoncer, de l'annoncer même avant juillet et tout ça. Mais je pense que du côté international, pour Laurent, malheureusement, c'est hyper compliqué aussi de son côté. Puis je pense qu'il était tout simplement pas disponible, mais qu'il aurait vraiment aimé être là aussi, là, Laurent, je suis convaincue. Donc, je voulais juste rajouter ça pour nuancer. Je pense qu'encore une fois, un peu comme il y a eu quelques échanges aujourd'hui, c'est compliqué de votre bord, c'est compliqué de notre bord aussi. Mais de parler directement avec lui, je pense que c'est une très bonne idée. Voilà. Merci beaucoup pour la précision, Marie-Pierre. Excellent. Merci beaucoup. On a une question dans la discussion par rapport au supplément de bourse FRQ pour le CRSNG. Donc, une question probablement pour Michel ou Stéphanie. Avons-nous un calendrier de disponibilité pour les formulaires par trimestre de stage? Un tel calendrier permettrait une meilleure diffusion lors des lancements des établissements. Je suis en train de répondre dans le chat, sur un de mes programmes. Merci, Mathieu. Oui, en fait, là, en ce moment, la page, elle est modifiée au fur et à mesure qu'on avance, mais étant donné que là, on est dans une transition avec FRQNet 2.0, on a laissé tel quel les pages-là, mais on va installer à l'intérieur un calendrier. Mais dans la conversation, je vais mettre les dates c'est Mme Bélanger qui a posé la question, donc je suis en train de lui répondre. Un grand merci. On a M. Tigouard de l'Université de Sherbrooke, je pense, qui a levé la main. Donc, vous pouvez ouvrir votre micro. La parole est à vous. Là, vous m'entendez, oui? Oui. Bon, merci pour toute la présentation et toutes les informations qu'on a eues. Ça nous aide énormément. Juste une petite question concernant les suppléments de 1 500 $ du FQRNT. Est-ce que ces suppléments sont valables pour les étudiants titulaires d'une bourse du CRSH? Non, c'est seulement pour le CRSNG. C'est des titulaires qui ont reçu une bourse BRPC du CRSNG. Donc, Pas BRPC, le supplément de bourse est offert automatiquement juste à ces étudiants-là. Donc, l'admissibilité se fait avec le fait qu'ils ont reçu cette bourse-là. Donc, on communique, nous, avec le CRSNG pour faire l'admissibilité de ces dossiers-là. Super. Merci, Stéphanie. Ça fait plaisir, Marianne. Un grand merci. Je suis à la recherche de nouvelles questions. Allons dans le question-réponse. Oui, on a une question sur est-ce que la demande pour soutien à la recherche pour relève professorale, qui a une limite de 6 pages en français, si c'est déposé en anglais, est-ce que le nombre de pages est réduit? Et je crois qu'on n'a pas ça du tout nulle part au fond de recherche, même si on en a déjà discuté. Non, c'est ça. Actuellement, on n'a pas de... On est interpellé de temps en temps, effectivement, sur cette question du nombre de pages. Mais non, dans ce programme-là, pour le moment, à échelle, je pense, oui, tu as raison, de toute l'organisation, ce n'est pas encore une mesure qu'on a mis en place. Je sais que c'est une mesure qui est réfléchie dans le cadre d'un sous-groupe COARA international sur le multilinguisme. Donc, dans la mesure où on a un plan d'action COARA qui est en train de se dessiner, c'est une question qui pourrait être amenée à évoluer, un enjeu qui pourrait être amené à évoluer dans nos formulaires et consignes, mais actuellement, effectivement, le nombre de pages est le même en français et en anglais. COARA Excellence en recherche.
dossier Excellence en recherche pour ceux qui connaissent moins l'acronyme. Puis j'aimerais peut-être ajouter la précision suivante, c'est que dans les documents qui s'appellent description de projet de recherche, effectivement, il n'y a pas de variation, mais dans le CV FRQ, donc le CV descriptif, là, il y a une différence du nombre de pages en fonction que c'est en français ou en anglais. Je ne le savais pas, Mathieu, merci, tu vois, j'ai comme échappé ce point-là. Ça m'est bénéfique à moi aussi. Un tout petit détail. Un gros détail. Je vais me permettre de mettre le lien vers Kohara dans le chat, excuse-moi. C'est parfait. Merci, Catel. On a Madame Saint-Pierre qui a levé la main. Oui, j'avais aussi un commentaire sur les programmes de subvention relève professorale, temps SC, QNT, et les programmes soutien aux équipes. Je me demandais si ça avait déjà été envisagé d'avoir des dates récurrentes. Nous, on répond à plusieurs. Puis je sais que vous êtes pris avec des impondérables pour mettre à jour les pages du programme et tantôt, vous avez parlé de tout ce qui est fait pour s'assurer que les chercheurs consultent les bonnes règles même avant qu'elles soient sorties. Puis je me disais peut-être qu'une date récurrente comme au 15 septembre ou au 15 octobre. Et si ça tombe un jour de congé, ça va à la prochaine date. Je me demandais si ça avait déjà été considéré par vos équipes. Je pense qu'il y a beaucoup déjà En fait, on essaye d'avoir une certaine stabilité au niveau des dates. Je crois que celles de cette année, je parle pour Société Culture, sont quand même assez proches de celles de l'an passé. Souvent, quand elles bougent, c'est pour des raisons objectives d'opération. J'entends la demande, c'est quelque chose qu'on peut garder en note, un peu comme la proposition de Daniel Le Tendre sur les modifications aux règles qu'on pourrait éventuellement proposer en début de document, de page web. On entend la question d'une date fixe. On comprend que ça vous aiderait dans votre propre planification. C'est ça? Ok, on note et puis on pourra en discuter. On a un comité à l'interne qui se penche sur ce genre de proposition. C'est un élément qu'on peut garder. Merci beaucoup, Madame Saint-Pierre, pour la proposition, la suggestion. Excellent. Alors, j'aimerais poser une question à mes collègues du Fonds de recherche. Parmi les questions qu'on avait reçues dans le fichier là, avec le formulaire, est-ce qu'on a passé au travers de tout ce qui nous a été transmis par la communauté? Parce que oui. Oui. Excellent. Merci beaucoup. Maintenant, je me tourne vers la communauté des administrateurs et administratrices. Est-ce que vous avez d'autres questions que vous aimeriez nous poser aujourd'hui? Alors, pour le moment, oui, on a une personne. Madame Walker, je vais débloquer votre micro. Je pense que vous pouvez l'activer dès maintenant. Oui, bonjour, merci. Je viens de juste poser une question dans le REQ, QR. En tout cas, tandis que le IRSI et le CRSNG, non, le CRSH offre une bourse de BRPC aux jeunes chercheurs noirs. C'est une initiative spéciale. Est-ce que les autres secteurs de la FRQ pensent d'offrir un supplément comme le FRQ-NT pour les BRPC de CRSNG? Est-ce que c'est clair, ma question? La question est claire, mais par contre, moi, je ne suis pas la bonne personne pour y répondre. Peut-être que je me tournerai vers Abida pour ça, s'il vous plaît. Merci. En fait, je pense que la question s'adresse à mes collègues. Nous, on offre déjà de suppléments, et puis elle se pose la question si ça pourrait être fait dans les autres secteurs. Je pense qu'on a une conseillère stratégique en EDI, équité, diversité, inclusion, Fanny Eugène, qui n'est pas avec nous aujourd'hui, mais à qui on pourrait effectivement soumettre l'idée de promouvoir auprès des directions scientifiques des autres secteurs l'éventualité de généraliser cette allocation. Est-ce que c'est quelque chose qu'on peut porter à Fanny Eugène? Je ne sais pas, Mathieu, ce que tu en penses, Marine, Manon, Nat? J'ajouterais peut-être un élément. Est-ce que peut-être que Michel ou Stéphanie peuvent nous répondre, mais le BRPC, c'est aussi un partenariat avec un des conseils fédéraux, n'est-ce pas? Oui. C'est avec le CRSNG et c'est entre nous deux, là.
Bon, c'est peut-être de là aussi que ce supplément est accordé. Ce qu'on n'a pas, par exemple, pour la bourse au premier cycle du côté du secteur société-culture, c'est vraiment indépendant. Il n'y a pas de partenariat avec un conseil fédéral, avec le CRSH. C'est exact. Et juste pour précision, la bourse du BRPC ne s'adresse pas nécessairement aux étudiants noirs canadiens. C'est une bourse qui est offerte aux étudiants de premier cycle qui œuvrent dans les domaines des sciences naturelles et du génie. Donc, peut-être qu'il y a eu une petite confusion à cette étape-là. Donc, c'est pour ça que c'est vraiment en ce moment tourné autour du CRSNG, non pas de l'IRSC puis du CRSH. Non, c'est ça. La bourse BRPC, ça fait des années qu'il était seulement avec le CRSNG. C'est eux qui gèrent la bourse, c'est eux qui gèrent la compétition. Mais par contre, depuis 3 ans, ils ont sorti une initiative pour les jeunes chercheurs noirs seulement. Un parti de le CRSNG est mis à part pour ces étudiants-là, mais le IRSC ainsi que le CRSH, ils ont embarqué là-dedans aussi pour offrir des bourses BRPC aux jeunes chercheurs noirs seulement. Par contre, avec le CRSNG, ils ont toujours partenariat avec le FRQNT pour avoir le supplément. Là, je demande, est-ce qu'il y a peut-être dans le futur des chances d'avoir le même partenariat avec le SC et le Santé, avec les deux organismes qui offrent ces bourses spéciales aux jeunes chercheurs noirs, le supplément. C'est juste... C'est une bonne question sur laquelle on va se pencher, assurément. Merci beaucoup. Il reste seulement 3 petites minutes. J'aimerais qu'on fasse une question dans le question et réponse, puis ensuite, je vais vous proposer quelque chose pour terminer la séance. Donc, on dit, le volet Société et Culture offre des subventions pour des projets de recherche en équipe en milieu collégial. Verrons-nous un jour ce programme offert également dans le volet NT? Ce programme existait il y a quelques années, mais il n'est plus actif. Je vais aller vite. Ce qui existait à NT avant, c'était un programme de la recherche collégiale, mais c'était vraiment des subventions individuelles. Ce n'était pas en équipe comme c'est fait actuellement chez nos collègues de Société Culture. Et ce programme-là a été... il y a eu une réorganisation, une réorientation des subventions puis des programmes. Nous misons davantage depuis plusieurs années, plus encore sur notre programme qui est très, très structurant, qui nécessite vraiment... c'est sur le modèle relativement proche des regroupements stratégiques, ce qu'on appelle le catalyseur d'innovation, les RIC-NT. Il y aura d'ailleurs un concours bientôt cet automne à surveiller. Et c'est un programme qui vise vraiment l'interordre, donc qui est porté par les établissements collégiaux, mais qui encourage un travail interordre universitaire. Alors, c'est des équipes beaucoup plus grosses que des équipes, probablement ce qu'on voit dans les programmes de recherche en équipe qu'on a aussi traditionnellement NT, qui est lui-même ouvert aux chercheurs des établissements collégiaux. Donc, tout ça pour dire qu'il y a plusieurs opportunités à NT pour déposer des projets et les porter par les établissements collégiaux. Merci, Abida. Merci à tout le monde. Alors, il était 59. Je sais qu'on pourrait continuer sans doute. Il y a 3 points de suivi que je voulais faire avec vous. D'abord, l'enregistrement va être disponible sur notre chaîne YouTube. Deuxièmement, je vais envoyer la présentation PowerPoint qu'on avait fournie avant. Je vais la retourner à tout le monde qui a participé au webinaire aujourd'hui. Et aussi, je vais vous envoyer un court sondage pour savoir si la formule d'aujourd'hui vous convient, si vous avez des propositions d'amélioration. On a fait un peu différent. C'était peut-être un peu... ça a été un peu inconfortable au début pour bien démarrer, mais je suis très content des échanges qu'on a eus. Ça a été fructueux. Et puis, je vous souhaite là, un bel été, puis au plaisir de vous reparler cet automne. Merci à tout le monde.